La question était de savoir comment les communautés sont impliquées dans la commercialisation du bois et de l'Est. Quelles sont les mesures prises pour leur intérêt aussi. Moi, je dirais que dans l'étude, on a montré qu'il y avait des efforts qui sont fournis par la communauté locale pour la restauration de l'écosystème. Et les grands problèmes, c'était les choix de licence. Et les essences qui sont des gens eucalyptus. Et on connaît bien que les eucalyptus ne sont pas des bonnes essences pour la structure et la constitution du sol. Et donc, ils pouvaient facilement aussi intégrer dans la restauration de l'écosystème, surtout des forêts qui ne sont pas dans les zones protégées, à utiliser des essences endogènes, des essences locales. Et économiquement, ils peuvent continuer avec les lois des villes pour ne pas agréger les écosystèmes et surtout ceux qui pourraient être en accident. Merci. Je pense que vous avez pu suivre la réponse. Bon, et avec beaucoup de difficultés, hein, mais la question, au fait, je pense qu'à ce que j'ai retenu, il a proposé Eucalyptus que la population doit. En tout cas, moi, mon idée, ce n'était pas, parce que dans son explication, dans son exposé, il a déjà parlé de ça. Moi, mon idée était au niveau d'une autre activité génératrice de revenus qui va permettre à cette communauté de se détourner complètement, en tout cas, ou soit de réduire la fréquence de la coupure de ces arbres au profit du charbon, en tout cas pour comme finalité le charbon ou la vente de bois. C'est au fait la réponse, en tout cas, que je voudrais, des solutions locales, et écologiques, parce qu'il a parlé d'électricité, peut-être les panneaux solaires ou d'autres trucs du genre qui peuvent pouvoir, en tout cas, pour le bois de chaud, par exemple, utiliser d'autres alternatives dans un contexte d'économie circulaire, en quelque sorte, quelque chose du genre, je m'attendais, mais je ne sais pas si dans ce détail, il a pu mentionner tout ça et que c'est la qualité du son qui a fait que je n'ai pas pu comprendre. Donc, c'était un peu mon idée d'orientation de la question. Ok, ok. Ben, on va continuer à prendre à donner la parole aux mains qui sont levées. Je vais donc donner la parole à Monsieur Michael Baraka. Merci beaucoup, Madame, pour la parole. Euh, bon, je vais d'abord poser ma question avant de revenir un peu sur l'intervention de Rodrigue Batumik, la question qu'il a posée au prof Batsabote. Alors, ma question s'adresse de M. Joël Moubak, je pense que c'est ça le nom, Joël Moubak. Je voudrais savoir, est-ce que euh, il a pu évaluer les degrés du conflit homme-femme dans sa zone d'intervention euh, et les méthodes nous a présenté ici, est-ce que ce sont les seules méthodes qu'il a trouvées? Ces méthodes, elles, seules suffisent pour avoir des données suffisantes pour résoudre la question? Et aussi, quelles sont les actions concrètes qu'ils envisagent ou qu'ils développent en ce moment pour parvenir à contenir ces problèmes? Ça, c'est ma question. Bon, par rapport à la question de Rodrigue, en tout cas, tel qu'a dit le professeur Bassabose, les données existent. Nous avons travaillé avec le parc national de Kahuzi-Biega pour parvenir à documenter quelques données. Et même avant notre intervention, il y a d'autres données qui sont toujours collectées par le PNKB et qu'à notre arrivée, on a exploité toutes ces données. D'ailleurs, ce sont ces données qui ont pu
nous orienter pour pouvoir cerner les activités que nous pouvons implémenter pour un peu contribuer à la résolution de ces problèmes. Ok, Voilà. merci pour les Mais comme a dit explications. le prof, je pense que le problème n'est pas encore résolu complètement. Il faut encore une fois continuer les actions et que le moment venu, en voulant faire l'évaluation, on pourra évaluer et voir le niveau nos actions et les actions des autres partenaires ont pu contribuer à la résolution de ces problèmes. Voilà un peu mon intervention. Merci beaucoup. Je m'excuse pour le dérangement. À côté de moi, il y a un peu de bruit. Je m'excuse. Merci. Monsieur Moubaki. Au fait, je pense que par rapport à votre première question, nous avons dit que nous avons des approches que nous allons suivre. La première, c'est la recherche documentaire. Et deuxièmement, nous irons sur le terrain pour réaliser des enquêtes dans les 7 villages pour essayer d'identifier au moins les conflits hommes-femmes dans chaque village et identifier aussi les degrés de ces conflits. Au stade actuel, avec la recherche documentaire, nous ne pouvons pas donner avec beaucoup de précision les degrés de conflits sur le terrain. Et par rapport à la deuxième question, les solutions, ça serait prématuré de vous les donner. Nous vous avons dit que nous attendons réaliser les enquêtes sur les terrains et c'est après qu'on va combiner les données qui seront récoltées des enquêtes réalisées sur le terrain et les données que nous avons déjà enregistrées par rapport à l'approche de la recherche documentaire. C'est en les combinant que nous serons en mesure de proposer des solutions concrètes pour essayer de concilier la conservation de la biodiversité dans cette CFCL et le développement socio-économique des communautés locales. Merci beaucoup, monsieur Paquet, pour votre intervention. J'espère que vous nous avez suivis en ligne. Oui, oui, 5 sur 5. Dans le chat box, il y a une question qui est adressée au professeur Balenchi. Il y a monsieur Jeannot Tifono qui dit question pour le prof Balenchi. Il y a problème de terre, mais quand même, les gens arrivent à trouver des espaces pour des arboretums. Comment expliquer ce paradoxe? Dans le chat box, il y a la question de M. Jano Kibono qui dit qu'il y a un problème de terre, mais les gens quand même arrivent à trouver des terres pour des espaces pour les arboretums. Comment vous pouvez expliquer ce paradoxe? Le parc national de Kaouzi-Biega et le parc national de Lunga, qui étaient entourés par des forêts communautaires. Le collègue de prof Bassamos a parlé des zones tampons. Et les gens ont détruit toutes les forêts naturelles qui n'appartiennent pas au parc. Et c'est pour cette raison, quand ils ont trouvé qu'il y a déjà ce problème, ils ont commencé par l'agriculture, mais ça n'a pas bien donné. Pour essayer d'évaluer le problème de la production totale, ils ont opté pour le reboisement. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'espace pour le reboisement. Et dans cette perspective, on n'a pas même dans la classification de la génération des classes d'occupation des terres, on n'a pas fait allusion aux habitations des hommes, puisque là, les milliers ne sont pas beaucoup habités, surtout autour du parc. Bien qu'un peu éloigné du parc, il y a une forte densité de la population, ce qui fait même que les petites maintenant, leur région là où ils ont planté des eucalyptus, on a pris toutes les espèces végétales pour avoir des plantes médicinales, par exemple, pour avoir
les produits forestiers non liés comme les champignons, ils s'attaquent au bar et ça continue à dégrader les bars. Merci. Merci beaucoup. La parole à Monsieur Tito et il y a une personne qui s'appelle Lien Ouvert. Je veux aussi donner la parole, pas qui s'appelle, mais qui a devant son écran Lien Ouvert. S'il vous plaît, soyez court pour que les professeurs puissent aussi donner des réponses assez concises. Le temps n'est pas de notre côté. Donc, Monsieur Tito, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Merci pour la parole accordée. Je vais être vraiment très bref comme vous l'avez souhaité. À la première, je m'adresse au dernier intervenant. Le prof a bien décrit la situation. Je tiens une fois encore à les remercier pour ça. Et ma question, c'est plus sur, il a ciblé, il a parlé des trois principaux sites qui ont encore peu de forêt, notamment dans le bloc nord de Virunga, autour de Beni, vers Kyondo et même du côté du sud Kivu, autour de la Penkabe. Alors, ma question, c'est est-ce que les profs et l'équipe qui l'accompagne ont-ils répertorié les stratégies locales développées sur le plan communautaire pour essayer de préserver, donc de protéger le peu de forêts qui sont de ces côtés-là? Et puis, quelles sont quelle est leur efficacité à terme des résultats attendus? La deuxième question concernant le dernier intervenant, c'est sur son point de vue par rapport au processus de foresterie communautaire qui a carrément un cadre légal et institutionnel quasi complet. Est-ce que cela peut constituer vraiment un remède efficace pour contribuer n'est-ce pas, à la protection de ces écosystèmes encore intacts jusqu'à à présent? Donc ça, c'est la première question. Et puis pour les professeurs qui a parlé des forêts communautaires en RDC, c'est ma dernière question, s'il vous plaît. Les profs a bien illustré le cas de ces CFCL à Mwenga. Je n'ai pas une question, mais plutôt un commentaire que je vais faire rapidement, s'il vous plaît. C'est que pour moi, parler de conflit entre hommes et faune sauvage, je suis, depuis un moment, j'ai commencé à relativiser les faits. Pourquoi? Parce que je travaille aussi sur cet axe, sur cette thématique, dans une CFCL à province de l'Équateur, toujours en RDC, entre Kinshasa et Mbandaka, et c'est dans les camps et villages des pêcheurs. Et pendant mes activités de recherche ethnographique sur le terrain, je me suis rendu compte que nous avions deux perceptions distinctes. Moi comme acteur extérieur, chercheur, et puis et la communauté locale et dans laquelle je séjourne régulièrement en fait pour cette fête. Donc, je constate qu'il y a des hippopotames qui est appelé localement Ngoubou. Hein, Ngoubou, c'est la langue locale. Et les hippopotames qui menacent pratiquement le vécu des communautés, notamment à ravager les cultures dans leurs champs, à détruire leurs cases et même à perturber leur calendrier de pêche, ainsi de suite. En fait, beaucoup de situations qui perturbent leur vécu quotidien. Et moi, je considère cela comme une source de conflit, naturellement. Mais curieusement, dans nos échanges quotidiens, les interviews, les focus group et ainsi de suite, je me rends compte que pour la communauté, ce n'est pas pour... Donc, elle ne les considère pas comme un conflit. Pourquoi? Parce que justement, ils ont des liens coutumiers. Cet animal aquatique, donc, c'est un élément clé dans les rituels communautaires, notamment dans la désignation du chef coutumier, son intronisation, ainsi de suite, dans beaucoup de choses. Et donc, dans la communauté, les notables qui sont initiés, ils essayent de décrypter
ou de voir le message qu'apportent ces hippopotames lorsqu'ils apparaissent. Et donc, pour eux, ce n'est pas un conflit. C'est moi plutôt qui pense que c'est un conflit, mais pour eux, ce n'est pas un conflit. Et donc, je veux bien souhaiter vraiment qu'on relativise la notion des conflits et plutôt qu'on fasse vraiment attention à cela parce que, comme je viens de le dire, on peut bien avoir une explication alors que ce n'est pas le cas au niveau local. Et pour les certifier, pour finir, s'il vous plaît, c'est que lorsque la communauté développe son plan de gestion, et même dans les enquêtes socio-économiques, dans le rapport des activités d'inventaire multi-ressources, donc dans toutes les activités qu'ils ont pu faire, ils ne parlent pas d'un conflit et ils ne dégagent pas le remède pour pallier à ces conflits-là. Parce que pour eux, c'est un conflit même mineur hein, qui ne peut pas vraiment être pris comme un danger ou un risque au niveau de la communauté. Et donc, je voudrais vraiment bien souhaiter que l'équipe du prof et soit vraiment, fasse vraiment attention à cette notion et vraiment qu'on ait la perception, qu'on essaie de rapprocher la communauté, donc les perceptions de nous qui sommes acteurs extérieurs et de la communauté pour vraiment nous rassurer qu'il s'agit d'un conflit et voir comment maintenant au niveau local, ils développent des mécanismes stratégiques afin de pallier à cette situation. Et donc, comme nous sommes limités par le temps, j'aurais bien souhaité parler d'autres représentations, mais permettez que je me limite là. Et bravo à toutes les équipes qui sont sur place et pour les nice, je m'excuse, les bonnes présentations que nous avons pu suivre cet après-midi. Vraiment, merci beaucoup et je suis très content. Merci. Des réponses, mais merci. Oui. je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas professeur, je suis encore un Je m'excuse. je m'excuse. Il y a une particularité par rapport au CFCL Wina Liga à Mwenga, parce que c'est une CFCL qui se trouve à la limite de la réserve naturelle du Tomboué. Et il y a des animaux qui quittent la réserve naturelle du Tomboué, qui traversent Misulo et se retrouvent dans le CFCL du Wina Liga. Et il y a des espèces qui sont interdites des chasses dans la réserve naturelle. Non, qui sont interdites des chasses et qui se trouvent dans les CFCL du Gwenanika. Et nous vous avons dit encore une fois que parmi les conflits qui sont enregistrés là-bas, moi je les appelle conflits. Pourquoi? Parce qu'ils détruisent les champs. Et au niveau de Gwenalinga, pour cette communauté, chaque famille s'efforce d'avoir un état piscicole. Et une famille qui n'a pas un état piscicole se trouve comme une, je ne sais pas. Donc, c'est une condition chez eux pour être considéré, il faut avoir un état piscicole. Alors, il y a des animaux qui attaquent cet état piscicole. Et comme je l'avais dit, pour remédier à cette situation, la communauté locale essaie de piéger ces animaux et parce qu'ils détruisent leur état piscicole. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il y a l'autre espèce qu'ils appellent localement Nyambo qui ravage leurs poules. Alors, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas appeler ça un conflit homme-faune au niveau de cette. Parce que je trouve que c'est différent des CFCL dont vous êtes en train de travailler. Vous savez seulement faire allusion aux hippopotames. Mais ici, dans Migwenalinga, il y a plusieurs aspects des conflits. J'ai parlé de ravage des poules, j'ai parlé de la destruction des états piscicoles, mais aussi la destruction des champs des communautés locales. C'est pourquoi je les appelle conflits. Je ne sais pas si, M. Tico, votre préoccupation a trouvé réponse. Bien sûr, ça va. Merci beaucoup et pour la réaction. Je crois que c'est bien clair et juste en une minute. Pour mon cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je développe plutôt la notion de cohabitation interespèce parce que et je n'ai pas pu l'identifier comme conflit. C'est comme ça que j'ai développé une autre notion que je continue à nourrir et à documenter sérieusement pour vraiment que j'ai des éléments suffisants. Mais en tout cas, comme vous l'avez bien dit, en tout cas, dans votre cas,
Dans votre cas, c'est vraiment un conflit clair. J'ai dit que ce n'est pas vraiment une question, c'est vraiment bon, plutôt un commentaire par rapport à mon cas spécifique. Merci. Super, merci beaucoup, Monsieur Tico. Parmi les objectifs aussi de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait cette possibilité-là de continuer les échanges même après la conférence en question. Donc, s'il y a des préoccupations supplémentaires, des questions additionnelles, vous pouvez toujours entrer en contact avec M. Joël. Il peut laisser ses coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone dans le chat box. Ou inversement, vous pouvez continuer à échanger avec lui, on a parlé. Laetitia, merci Elie. On va prendre la dernière question. Il y avait quelqu'un lien ouvert qui avait la main levée. Ce sera la dernière question. Et avant de nous séparer, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, merci beaucoup. Je suis Ja Ekambo. Je suis en RDC depuis la province du Saint-Coron. Et je voulais poser la question au deuxième intervenant, celui qui a parlé des CFSL. Il a fait référence au Code des forestiers qui est la base juridique qui autorise les communautés locales de s'approprier des forêts. Mais avant que les communautés locales puissent s'approprier des forêts, je pense qu'il y a toujours des conditions à suivre au préalable. Et maintenant, ma question, c'est au niveau de la superficie. Je voudrais un peu savoir quelle est la superficie exacte que l'État congolais a accordée à travers les codes forestiers aux communautés locales qui voudraient s'approprier ou qui voudraient acquérir une CFSL. Et je ne sais pas si la CFSL dont il a parlé a suivi cette procédure ou a respecté ce nombre de superficies. Et autre question, quelles sont les stratégies qui sont mises en place par les communautés locales pour la gestion rationnelle de cette CFSL? Nous a aidé à répondre dans le chat box. L'État congolais, à travers le code forestier, autorise les populations à aller jusqu'à 50 000 hectares dans le cadre de concessions forestières de communautés locales. Au-delà de 50 000, le gouvernement congolais n'autorise pas, ne peut pas octroyer une CFCL, mais en deçà de 50 000 hectares, oui, le gouvernement peut autoriser l'octroi d'une CFCL. Ok, super. Et je crois la deuxième question, c'était quelles sont les stratégies employées par ces communautés-là pour prendre soin des CFCL? Les stratégies pour l'octroi des CFCL? Les communautés, quelle stratégie est-ce qu'elles utilisent pour prendre soin de ces terres-là? Ah, ok. Je ne sais pas, mais quand même, je peux m'hasarder pour répondre. En fait, les stratégies qui sont développées, c'est qu'il y a deux différentes stratégies qui sont utilisées. Le gouvernement peut octroyer une CFCL à une communauté et la communauté décide de gérer la CFCL elle-même. Ça signifie qu'elle va mettre un comité de suivi des CFCL en place par elle-même et elle va s'assurer qu'il y a des normes, il y a des plans de gestion qui doivent être élaborés par la communauté elle-même et qui seront à chaque fois visités par les autorités politico-administratives pour se rassurer que la gestion est faite suivant les normes telles que fixées par les lois du pays. La deuxième option est qu'on peut octroyer la gestion des CFCL à une tierce personne, une personne physique, une personne morale, mais qui gère la CFCL au nom de la communauté. Et donc, à chaque fois, il y a deux contrôles qui doivent être effectués. Le premier contrôle, c'est d'abord au niveau de la communauté, que la communauté s'assure que toutes les mesures, toutes les clauses qui ont été signées entre elle et la tierce personne sont respectées, mais également par après, il y a ces contrôles-là qui doivent être assurés par le gouvernement, enfin les autorités politico-administratives pour se rassurer que réellement les normes de durabilité des CFCL sont respectées. Merci à tout le monde sur la question qui en ligne. Merci beaucoup pour votre participation et nous allons
inviter le doyen, le professeur Badé, ici pour un mot de vue de notre activité quotidienne. Bonsoir à tout le monde. Nous disons merci à la présence de notre soir. Vous avez voyagé depuis le début jusqu'à maintenant, nous avons eu beaucoup de problèmes techniques. Et vous avez arrivé et on a aussi dit même uniquement pour ce problème. En tout cas, nous disons merci. Nous disons merci aussi à nos partenaires, de voir Laetitia, Gina, comment avec Eli. On a commencé à discuter pour voir la faisabilité de cette activité d'aujourd'hui. Et ça nous a donné l'occasion de partager des expériences. Et notre région d'Afrique centrale, entre autres au niveau de la RDC et au niveau européen. Et on a vu comment les gens étaient intéressés avec le suivi de la forme. Mais le problème qui touche beaucoup, avec aussi le problème qui touche beaucoup la forme, c'est qu'il y a des conflits entre hommes et femmes. Et on a essayé de documenter, je pense que ceux qui sont innocents, et ceux qui veulent être les ont bien suivi comment préparer les éléments qui sont suivis au ballon. Ensuite, les hippopotames qui sont suivis au niveau de la logistique à PNC. Les primates et d'autres animaux qui sont suivis au niveau de qui parlent de Birouba, mais aussi la destruction des écosystèmes des habitats de ces zones. On a vu comment tout ça a été en train de poser ces problèmes et conflits hommes-femmes. Nous disons vraiment merci beaucoup à tous les partenaires qui nous ont aidés pour l'organisation de l'activité. Voyons d'abord Laetitia avec son organisation. Voyons Général avec son organisation. Nous avons aussi PES, notre grand partenaire, aussi avec son organisation. Et la demande des TPO qui nous a aidé aussi techniquement. Nous espérons que ça c'est évident et ensemble nous allons développer des mécanismes pour que techniquement nous soyons pris dans des situations, mais aussi que nous développions davantage des problèmes, la violence et tout ce qui est autour de réserve et de système. Merci beaucoup. Ok, merci prof, merci donc à tous du côté de l'Université officielle de Bukavu, aux étudiants qui ont été très nombreux à assister à la conférence, à toute l'équipe professionnelle. On vous remercie vraiment d'avoir fait en sorte que ces moments puissent donc avoir lieu. Je veux aussi particulièrement donc remercier l'audience en ligne pour toutes les questions qui ont permis d'approfondir sur les différents sujets qui ont été abordés. J'espère qu'on va se retrouver encore très prochainement dans une occasion comme pendant une occasion comme celle-ci. Donc, bon après-midi à tous et à la prochaine. Merci Elie et au revoir.